De l'intelligence artificielle à l'intelligence émotionnelle, comment traverser cette rivière de ces émotions qui nous éloignent parfois de la réalisation de nos rêves? Eh bien, c'est le sujet du jour avec Christelle Mancuso, qui nous reçoit chez elle dans sa maison. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier de votre présence à nos côtés et de votre soutien pour le projet du film Lumière de mer. Alors merci Christelle de nous accueillir chez toi aujourd'hui par ce beau soleil dehors. Tu vas bien ? Oui, je vais bien, merci beaucoup et merci à toi Martine de m'accueillir sur ce beau projet. Avec plaisir, voilà. Alors, je vais commencer justement. Pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque quand je te dis ce titre, Lumière de mer? Qu'est-ce que ça peut, je sais pas, des mots ou une sensation? Qu'est-ce que ça peut te... Alors, une sensation peut-être d'abord, ou une couleur peut-être d'abord, peut-être du blanc, de la pureté, voilà, une belle lumière blanche qui viendrait éclairer les mers et pas seulement les mers, toute la créativité qu'il peut y avoir dans chaque être humain, homme ou femme d'ailleurs, hein, voilà. Complètement, ouais. C'est ça. Mais en fait, j'aime beaucoup parce que plus je pose cette question là où on me reçoit finalement, eh bien, ça ressort vraiment dans ce sens-là. Et je suis très heureuse parce que c'est vraiment l'objectif d'aller pas seulement la femme, mais aussi l'homme, en fait, au niveau universel et dans tous les domaines de vie. Mais bien évidemment, pour toutes ces femmes qui nous suivent et qui sont avec ce projet Naissance. Finalement, c'est ça. Donc, le projet Naissance, comme tu le dis, il peut être dans la création sous toute forme. Et pour celles qui expérimentent ce chemin d'initiation à la naissance, de devenir mère, eh bien, on est complètement aligné avec l'objet, en fait, ce qui m'a animée, en tout cas, d'aller créer ce projet-là. Alors, merci de ton retour. Comme chaque fois que je vais rencontrer ces nouvelles personnes, j'aime beaucoup aller sur l'enfance, en fait, parce que au-delà de parler, alors on va parler de l'atelier des bulles que tu as créé, mais au-delà des outils, puisque ça, de toutes les façons, tu as tout ce qu'il faut pour en parler, c'est plutôt d'aller mettre en lumière cette lumière qui coule à l'intérieur de toi, de femme, avec toutes ces belles dimensions. Alors, qui était la petite Christelle, en tout de moins en termes de sensibilité, peut-être? Comment tu as vécu ça, ton enfance? Alors aujourd'hui, je sais mettre des mots là-dessus. À l'époque, je savais pas forcément. C'est ça. Ouais. On parle aujourd'hui d'hypersensibilité. Je pense qu'aujourd'hui, je serais qualifiée d'enfant hypersensible. À l'époque, ce n'était pas connu. Et donc, j'ai vécu avec ça. Je pense que j'ai beaucoup intériorisé puisque à l'époque, c'était pas forcément très autorisé et très bien perçu d'exprimer sa sensibilité. J'ai pas évolué dans un milieu, en tout cas, où il était bien vu d'extérioriser sa sensibilité, ni d'un point de vue artistique, ni voilà. Du coup, la phrase qui me vient là, c'est chiale, tu pisseras moins. Ah, ça c'est très imagé. Ah, mais ça c'était les injonctions que tu avais en fait. Voilà. Chiale, tu pisseras moins. Ouais, c'était un peu, oui, ça me dit quelque chose. C'était pas fait de cette façon-là, mais voilà. Effectivement, d'accord. Et qu'est-ce que quand tu vois ça aujourd'hui là? Pour moi, ça s'apparente. Alors, j'ai cheminé. Bon, on est de toutes les façons, vous le savez maintenant, on est sans jugement. C'est juste donner un regard et des multiples regards. Moi, c'est ce que j'aime amener, c'est-à-dire avec la communauté, le hameau de la maison des naturels. C'est ça, c'est les nouvelles communautés qui ont ce nouveau regard, cette ouverture. Et puis en fait, tout ça, c'est axé sur le mieux vivre ensemble. Donc, ce qu'on se dit là, évidemment, c'est aussi rempli d'humour parce que je trouve que c'est important
de revisionner ça, Oui. mais sous la version d'humour, comme si un peu toute cette grande scène de la vie était un théâtre finalement. Oui. Hein. Et donc quand tu nous parles de ça, bien évidemment, c'est sûr qu'on parle de nos parents, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient, hein, avec ce qu'ils avaient, et puis dans le contexte de retour de cette époque-là. Et moi, c'est nullement se moquer, mais ça me fait rire quand j'entends des phrases comme ça, parce que j'en ai eu les miennes aussi dans ma famille. Et en fait, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la femme aujourd'hui. Hein, je ne sais pas quel âge tu as, mais c'est de dire, avec ton regard de femme aujourd'hui, tout ce que tu as vécu, toi en tant que propre maman, quand tu te regardes dans ton enfance, tu te dis, mais... Enfin, moi, il y a un mot qui me vient, qui est en résonance avec ce que tu as évoqué, c'est une forme de violence, en fait. Hein ouais, le mot quand tu m'as posé la question, j'avais envie de dire maltraitance, mais je l'ai pas dit, voilà, les gars, parce que comme tu le dis très bien, nos parents, ils ont fait comme ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Et en tant que parents, je crois qu'on fait tous du mieux qu'on peut, voilà. Et vraiment, ouais, c'est une forme de maltraitance pour moi aujourd'hui. Si un parent me rapportait ça, voilà, c'est ce que je lui expliquerais en tout cas. C'est ce que j'essaierais de lui expliquer. Il y a une forme de maltraitance parce que l'enfant n'est pas accueilli dans ce qu'il est et dans les émotions qu'il ressent. Et puis il y a eu aussi pendant toute mon enfance comme si la sensation qu'on mettait un couvercle, pas que sur mes émotions, mais sur les émotions de tout le monde. Et ça s'est ressenti. Voilà, donc l'impression de vivre un peu peut-être dans une cocotte minute par moment, quoi. Ah ouais, c'est une belle image parce que je sais pas si la rebelle en toi, on en a tous. Elle est arrivée plus tard. La colérique, tu sais, c'est ça. Donc je pense qu'on est un peu sur le même schéma finalement. Et j'avais une pensée qui me venait et puis elle a filé là. Mais oui, c'est complètement ça. Voilà, par rapport à ce que tu disais, la famille autour. L'entourage. Et en fait, c'est comme si, moi je te dis ça, hein, tu vas voir si c'était pareil, mais c'était comme un peu un sujet tabou. D'abord, moi quand je regarde ça comme ça, toute la famille qui m'environnait, j'étais vraiment dans une famille terrienne. Tu vois, de la terre à la campagne. Donc, je sais pas, toi, où tu étais dans ton... Voilà. Et en fait, c'était un peu les traditions, finalement. On parlait des choses du quotidien. Et puis ça, c'était comme même pas connu et pas accessible, en fait. Donc, tu côtoies beaucoup de monde, quand même, qui viennent chez toi pour ça. Est-ce que c'est encore vraiment très... Moi, je me pose la question parfois, parce que évidemment, je suis en lien avec des personnes qui ont un regard ouvert. Je vois quand même, quand je reviens dans ma famille, parce que moi, j'ai bougé beaucoup de choses aussi, hein, mais il y en a encore qui restent, quoi. Et en fait, de voir parfois... c'est là où on voit, tu sais, des percées. Moi, j'ai le souvenir d'une image où j'étais avec mes parents, il n'y a pas longtemps, hein, quelques années là, juste en retour. Et quand je les ai vus, on est parti dans un fou rire. Et c'est là où tu vois derrière, tu sais, le petit enfant qui est là, quoi. C'est-à-dire un homme de 80 ans qui est avec cette malice d'enfant et qui rigole. Et moi, quand j'ai regardé ça, ce tableau, je me disais, j'ai les deux là à côté de moi. J'avais l'impression d'avoir deux enfants. Et j'ai trouvé ça juste, je me suis dit, eh ben, c'est possible quand même. Donc, est-ce que tu as ça? Alors, pour ce qui est d'autoriser l'expression des émotions, oui, on le voit encore. Il y a encore des endroits où c'est pas autorisé d'exprimer son émotion, notamment la colère, voilà, qui est perçue comme une émotion négative. Alors, moi, je le dis bien. Pour moi, il n'y a pas d'émotion positive ou négative. Il y a des émotions agréables et des émotions désagréables. Donc déjà, ça change la perception des choses. Mais il y a encore, il y a encore des familles qui... C'est pas une question d'autorisation, c'est peut-être plus une question d'éducation, voilà, qui sont pas éduqués à ça et du coup qui n'autorisent pas l'expression des émotions chez leurs enfants et qui pensent que l'expression de la colère, c'est plutôt néfaste, voilà. Alors qu'il y a plein de... Enfin, la colère, elle est là aussi pour nous montrer quelque chose. Pour moi, les émotions, c'est une boussole. Hein. C'est une boussole pour nous dire, OK, là, je ressens une émotion agréable. Ce que je vis, c'est OK pour moi. Je ressens une émotion désagréable. C'est pas OK. Et il faut, du coup, que je bouge quelque chose. Oui. Voilà. Ça sert à ça, pour moi, les émotions. Oui. Vraiment. Une boussole intégrée. Oui, mais ça, je pense que c'est très, très important parce qu'en fait, ça
déculpabilise beaucoup. Et puis, en fait, on est complètement sur le lien au corps aussi. Oui, parce que oui. Les sensations avant les émotions. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, si tu reprends, tu vois, la petite Christelle, là, bon, tu vas nous faire le fil, là, on va continuer. Mais d'intérioriser ça, notamment la colère, hein, parce que c'était vraiment un sujet qui m'a concernée. La colère renfermée, mais dans le corps, mais ça crée, toi tu pourras nous le dire là, qu'est-ce que ça crée tout ça? Ça crée, moi ça m'a créé de la rigidité, ça a créé que en fait je me suis éteinte et que c'est quand même se dire à 50 ans d'être à retrouver sa pétillance et un peu ces douces folies de l'enfance, voilà, je trouve que ça fait beaucoup d'étapes où ça aurait de rater entre guillemets parce que tout est juste, hein, mais en termes de dire voilà, il y a des moments qui auraient pu se vivre autrement, tu vois, et qui font la préciosité de la vie et qui ont été squeezés complètement, quoi, en fait. Bon, tout est juste, tout est parfait, on est d'accord, mais en tout cas, ça, je vous le dis, à vous qui êtes là derrière et que le sujet vous intéresse fort de par ce que vous traversez peut-être en ce moment, puis dans ce qu'on traverse l'actualité, hein, on est complètement sollicité. Donc, les émotions, petit 1, les émotions, c'est pas un sujet tabou, c'est pas quelque chose comme tu as dit, la colère qui est, comment on pourrait dire ça, la colère, elle est à regarder comme toute autre émotion, en fait, et l'accueillir. Puis elle peut même être un boost aussi. Oui, un carburant. Un carburant. Pour passer à l'action. C'est intéressant. Je pense qu'on parle vraiment de, tu vois, là c'est du concret, la colère, la tristesse aussi, parce que c'est vraiment les grandes. Alors, on parle jamais. C'est simple de parler de la joie, tu vois, des côtés émotions agréables, plaisants, comme tu dis. Mais les côtés qui challenge et qui créent finalement, parce que derrière tout ça, ça crée des conflits. Et quand tu dis les parents, par exemple, ils ont pas nécessairement envie de voir ça comme quelque chose de positif, mais est-ce qu'on n'a pas intérêt à sortir du positif négatif, tu vois, mais dire finalement, simplement, l'émotion est une information. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion, il n'y a pas de négatif ou positif. C'est là, de toute façon, c'est présent dans votre corps. De toute façon, elle est là, l'émotion. Pourquoi la nier? Et pourquoi, au contraire, ne pas l'utiliser? Puisqu'elle est là pour nous donner des indices. Alors, comment on peut l'utiliser, par exemple? Je prends, en ce moment, on a entendu une information. Allez, tiens, il y a beaucoup de femmes, justement, qui sont à se positionner sur... elles sont dans des entreprises. Elles ont un rêve qui est là depuis un projet naissance. Alors, c'est soit le bébé... Hein, on va prendre un cas concret des femmes qui sont avec ce projet d'entreprendre... de transmettre finalement, de transmettre ce qu'elles ont acquis à la fois avec différents outils, mais qui surtout sont nés de leur expérience de vie. Et en fait, elles traversent ce côté-là, elles sont à gérer ce côté « je veux créer quelque chose pour moi, où je vais me sentir bien, changer de mode de vie en fait. Et puis, tout autour, hein, il y a « non mais ça va pas, c'est quoi cette idée, t'es bien, t'as un bon salaire, t'es confortable dans ce que tu fais, enfin t'as l'air, hein, parce que finalement tout ça, comment aborder ça, parce que finalement on se dit mais comment je vais gérer ça, et puis ça nous éteint, hein, comme moi je l'ai vécu, comme peut-être toi tu l'as vécu, donc comment gérer ça juste vite fait comme ça, si tu avais une clé là comme ça, une petite clé magique? Alors c'est vraiment être à l'écoute de soi et de ses sensations. Avant de parler d'émotions, on va parler de sensations, parce que justement on a entendu beaucoup de choses d'exact ou d'inexact sur les émotions, donc plutôt se fier à soi-même et à ses sensations dans le corps. Là pour le cas concret que tu prends, du coup c'est facile pour moi puisque c'est exactement ce que j'ai vécu, hein. Moi j'étais en CDI dans une entreprise depuis 20 ans, j'ai décidé de créer mon entreprise. Un jour j'ai dû faire un choix entre les deux, parce que j'ai fait les deux activités pendant un petit moment, puis à un moment donné avec 3 enfants, maman solo, c'était plus possible. Du coup j'ai pris la décision non pas de la raison de rester salariée, mais j'ai laissé mon cœur parler et je me suis consacrée entièrement à mon entreprise.
Alors le jour où j'ai pris cette décision, je m'en souviens très très bien, j'ai ressenti quelque chose. Alors on parle souvent du cœur, mais finalement l'énergie de vie et la joie et tout ce qui allume le feu en nous, ça se passe plutôt dans notre ventre. En tout cas pour moi, ça se passe vraiment dans mon ventre. Et du coup ce jour-là, je l'ai vraiment ressenti. C'était vraiment là que je vibrais, c'était vraiment là que j'avais envie d'être. Moi la décision elle a été facile à prendre puisque dans mon job je m'ennuyais. Donc j'allais mourir d'ennui, je crois. Donc voilà, je suis allée du côté de la vie en fait. Voilà. Complètement. Mais de la vie qui vibrait en moi, dans mon corps. Ah, c'est beau. Ouais. C'est... ça me parle tellement. Ben, c'est ça. Parce qu'en fait, mais est-ce que ça parle vraiment à tout le monde? Ça, je l'ignore, mais en tout cas, c'est vraiment la clé. C'est la clé suprême, divine, je dirais, parce que, et là, on revient sur la notion de la mère. C'est que finalement, tout se situe là. Là où la vie, elle se procrée, autant pour la naissance physique, mais aussi pour tous les projets, qu'ils soient artistiques, qu'ils soient de toutes sortes. Et ce que tu dis là, ben, à chaque fois que je me suis ramenée à mon centre, ce qu'on parlait tout à l'heure, se ramener en son centre, comme tu dis, dans notre cœur, en étant honnête avec nous-mêmes et sans peur d'aller regarder ça. C'est dire, bah, là, si je suis honnête avec moi et que je me remets dans mon cœur, et ben, de laisser venir aussi tout ce qui arrive dans l'instant. Et puis, c'est ça, on est connecté, bah, moi je dis toujours là et là. Et en fait, on sent comme, enfin, chacun peut-être ses symptômes, oui, c'est ça. Mais moi, c'est comme un battement. Tu sais, un battement de cœur dans le ventre. C'est vraiment ça. Alors, je trouve que là, c'est essentiel ce que tu viens de dire. Alors, merci beaucoup pour ça. Et on va continuer à avancer un petit peu sur ton chemin. Donc, après cette enfance dans ce milieu très terre-à-terre, peut-être, comment es-tu arrivée sur tes terres à toi? Tu vois, c'est toujours important de voir le choix de nos terres à chaque instant, même si on bouge, on déménage ou autre, mais pourquoi on arrive sur ces terres-là? Est-ce que tu es arrivé là d'abord ou où est-ce que la vie t'a mené en fait pour vivre ce que tu avais à vivre? Alors physiquement ou... Oui, voilà, physiquement. Okay. Alors déjà, moi je voudrais dire que j'ai eu la chance de trouver des ressources. C'est-à-dire pendant cette période de l'enfance, moi j'ai pu me connecter très vite à la nature. J'ai grandi vraiment à la campagne, donc la nature a été pour moi tout de suite une ressource. J'y passais beaucoup de temps, c'était vraiment un lieu ressource. Et également j'ai été entourée d'animaux. D'accord. J'ai reçu beaucoup de la part des animaux qui m'entouraient et beaucoup d'écoute et d'accueil de ce que j'étais, de ce que je ressentais. Voilà, les humains m'ont pas donné. Mais les animaux, en tout cas, moi j'ai eu cette chance-là, m'ont vraiment bien donné, voilà. Donc je pense que grâce à ça, j'ai continué à cheminer, puis à quand même à me dire, c'est pas si anormal que ça de ressentir ce que je ressens. Je me sentais en lien, alors du coup, je me sentais plus en lien avec les animaux et la nature qu'avec les gens. En particulier? Un chien en particulier. Ah ok, un compagnon en fait. Oui, vraiment, toujours. Mais très fidèle. Tellement fort ça parce que... c'était mon meilleur ami. Est-ce que tu as été à ce point moi, il y a des fois, je me suis dit, mais si les humains étaient comme les animaux, pendant longtemps. Parce que exactement, c'est un peu, ça a été la soupape de la cocotte minute, oui, parce que non jugé et entendu, et peut-être tu pratiquais ça aussi, toi, c'est-à-dire de parler, bien sûr, parler dans la nature. Moi, ça m'est arrivé de crier dans la nature. Oui, je le fais encore. Voilà, c'est ça. Donc la nature. Une vraie ressource. La deuxième clé, et puis là c'est à disposition de tous, on le pratique tous plus ou moins, mais ça peut être quand on n'a plus d'oreilles pour nous écouter. C'est peut-être ça aussi, c'est de dire il y a cette oreille subtile qui nous dépasse. Alors très concret avec tes compagnons là, le chien, mais aussi les arbres. Je pense à ça. Puis ça c'est très fort dans ton fameux 4 là dont on parlait tout à l'heure. Donc ça a été ça, ta ressource ma de ressource, l'instant. ça a été la nature et encore aujourd'hui je fais des câlins aux arbres, je leur parle. Bien sûr. C'est resté. Génial. Donc j'ai cheminé, j'ai grandi, est arrivée l'adolescence et sa colère d'adolescente. Où là, ça a été un petit peu compliqué pour moi. J'étais une enfant qui n'était pas bien à l'école. Voilà, j'ai jamais été. Qu'est-ce que tu veux dire pas bien? Pas bien. Et là non plus, j'étais pas accueillie et pas.
Tu te sentais hors norme Oui, d'accord. pendant longtemps, jusqu'au jour où j'ai fait une belle rencontre, hein, c'est souvent le cas, d'une prof de français qui a cru en moi, et parce que voilà, ma matière préférée c'était le français, et qui a cru en moi et qui m'a fait réintégrer un parcours plus classique, parce que dans un parcours professionnel, autant vous dire que je ne m'y retrouvais pas non plus, voilà. Du coup, entre rébellion et mais également affirmation et découverte de soi, l'adolescence c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, voilà. Et puis finalement, ce lien à la nature, il est resté, cette ressource, elle est restée. Et puis un besoin d'aller voir qui j'étais, ce que j'aimais et tout ça. Et puis un besoin de travailler rapidement. Donc j'ai pas fait des études longues, hein, j'ai un bac+2. Mais voilà, ma matière préférée, c'était la philo. Voilà. D'accord. Donc ton premier métier, activité? Ma première activité, j'étais assistante de direction dans un centre de formation. D'accord. Voilà. Donc à l'époque, c'était très facile de trouver du travail. En 2 jours, j'avais un CDI. Voilà. D'accord. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Oui, en fait, tu étais déjà ça te menait un peu sur ton chemin d'accompagnante finalement. À l'époque, je ne savais pas. La formation, c'est-à-dire transmission plutôt, le mot qui vient. Transmission. Et il y a une chose que je voudrais dire, c'est que quand on est enfant, adolescent, on sait en fait ce qu'on veut et on a tendance à trop écouter l'entourage. Parce que moi, mes 2 stages, parce que j'ai redoublé ma 3e, donc j'ai fait 2 stages de 3e. Donc le premier stage, je l'ai fait dans une crèche. Donc déjà, voilà. C'était ton choix. Ouais. Et ça, c'est important. C'est ça qui est important. Parce qu'après mes études, ça n'a pas été mon choix. Voilà. Là, c'était un stage. Rien n'est imposé. Non. Donc en fait, ça nous laisse cette liberté d'aller choisir ce qu'on veut. Hein. Donc le premier dans une crèche et le deuxième chez un fleuriste. Ah, ok. Voilà. Donc ce lien à la nature qui reste, qui demeure. Complètement. Et en même temps, la fleuristerie, puisque moi j'ai fait de l'art floral. C'est de la créativité. Hein, il y avait la notion de la création, de la sensibilité. Le beau, puisque dans ta version du 6, là, on aime faire le beau, amener le beau au monde, créer des belles présentations. Et fleuristerie, c'est vraiment... On crée avec la nature, tu vois. Ah ouais, c'est génial et c'est tellement important que tu soulignes ça parce que nos premières expériences de stage à l'école, ça nous ramène vraiment vers nos rêves d'enfants, tu vois, de cœur et sans, comme tu dis, sortir en sortant des sentiers qu'on veut nous imposer. C'est ça. Et donc ça, c'est génial. Donc tu avais déjà mis quelques petits pas vers ta direction là. Mais je me faisais pas suffisamment confiance pour m'écouter. Oui. C'est souvent le problème de l'adolescence. Voilà. Mais tu l'as quand même fait. Oui, j'ai fait ce stage, mais après mes études, je les ai pas orientées vers ça, quoi. Oui. Tu as été influencée par... J'ai écouté la raison tout autour de moi. Voilà, c'est ça, complètement. Et si tu avais pu faire des études à cette époque-là, alors, je sais pas ce que j'aurais choisi. Si j'aurais choisi l'enfance ou si j'aurais choisi le monde de la créativité, de fleuriste ou quelque chose en lien avec la nature et la créativité. Quelque chose de plus artistique. Tu n'aurais pas choisi ce qu'on t'a imposé. Ah non, c'est sûr que non. Voilà, c'est ça. Moi, mon parcours scolaire, il m'a été imposé, clairement. Voilà. Oui, clairement. Complètement, comme moi. Mais je trouve que justement, c'est intéressant parce que c'est peut-être fort ce que je vais te dire, mais on a tellement d'affinités sur tout ce que tu dis. Je découvre comme vous, en fait, l'histoire de Christelle. Et il n'y a jamais de hasard. À un moment, même plusieurs fois dans ma vie, alors est-ce que c'est en lien avec ce fait que les émotions ont été bloquées, en fait, complètement interdites finalement de se vivre. Je me suis souvent retrouvée dans ces passages qu'on pourrait appeler maintenant, pour ceux à qui ça parle, les nuits noires de l'âme, là, complètement, à me dire, je n'arrive plus à rêver. Et je me souviens que j'étais dans des stages, on nous faisait, chercher nos rêves plus loin. Je n'arrivais plus. Et c'est comme si je disais, mais je n'arrive plus à rêver. Et alors, ça crée une angoisse finalement. On devrait être de dire, si tu peux rêver tout ce que tu veux et que tu trouves pas. Donc là, est-ce que ça vient de ça?
du fait que, tu vois, à un moment, c'est comme si le côté, tu sais, on parle des émotions et de l'enfant intérieur. C'est comme si la petite fille à l'intérieur, elle disait, mais ça sert à quoi de dire, essaie de rêver, puisque finalement, tout autour t'impose un autre format et que tu n'arrives pas à aller au-delà, tu vois. Donc, est-ce que tu as eu ça, ce genre de choses-là? Alors, ou est-ce que tu l'expliques? Je pense qu'on est tellement coupé de nos sensations. Oui. Puisqu'on nous écoute pas, on se dit c'est pas normal de ressentir ça. Du coup, on te fait taire en nous. Donc, on est tellement coupé de nos sensations que oui, on se connecte plus à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous met en joie. Parce que c'est ça des rêves. C'est qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me fait vibrer. Waouh, moi j'aimerais faire ça. Et j'ai un très bel exemple que j'ai vécu hier d'une petite fille que j'accompagne en atelier individuel et qui me dit moi, alors, parce que on parle souvent des rêves, bien sûr. Toi, ton rêve c'est quoi? Elle me dit moi, je rêverais d'être une sirène. Voilà. Et voilà. Et là, tu vois, si moi j'avais dit ça à mes parents, ils m'auraient dit mais c'est pas possible. Christelle, les sirènes n'existent pas. Voilà. Elles n'existent pas, tu vas pas vivre avec ça. Et là, j'étais tellement ravie qu'elle ait ce rêve-là. Et moi, de lui dire, mais tu sais, je connais une femme qui nage, qui est championne d'apnée et qui nage avec les dauphins. Et ça te plairait beaucoup d'ailleurs, parce qu'elle est enceinte quand elle fait ce film-là. C'est un film qu'elle a fait et un livre. Ou juste un livre, je sais plus. Enfin, j'ai vu des images en tout cas. Et elle nage enceinte avec les dauphins sans aucun équipement et c'est magnifique. Et c'est une sirène. Bien sûr. C'est une sirène. Moi, je vu comme ça, c'est possible d'être une sirène. Je dis la prochaine fois, je t'apporte la vidéo. Donc, voilà. Plutôt que de faire taire les rêves, mais c'est de les ramener dans quelque chose. Finalement, tu l'as ramené dans du concret. Mais bien sûr, qui existe. Parce qu'il faut pas non plus nier la réalité. Non, c'est-à-dire l'emmener dans un monde fantasmagorique. Mais là, ça existe. Il y a une femme qui fait ça. Et en plus, la symbolique là-dessus, et on va y aller dans un interview que je vois comme ça, parce que le fœtus, c'est un petit poisson. Mais oui. Donc, évolue dans je trouve que, et tu vois le lien entre ça, la petite fille qui rêve de ça, qu'est-ce qu'elle peut mettre derrière ça, tu vois, le fait de vouloir son rêve d'être sirène, qu'est-ce qu'elle met derrière tout ça? Du coup, on en a parlé. Mais pourquoi tu voudrais être une sirène? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Eh bien, elle voudrait prendre soin des animaux qui vivent là. Voilà. Donc, alors que finalement, on pourrait le formuler autrement. Elle sera peut-être vétérinaire. Voilà. Ou, je sais pas, peut-être recherche en biologie marine ou je sais pas quoi. Complètement. Mais voilà. Mais c'est son rêve. Qui va la faire. Et là, tu vois, tu identifies totalement le plus important. C'est-à-dire que nous, les adultes, là, dans l'ensemble, comme nous, on a eu nos environnements comme ça, c'est directement, il faut aller en mode résultat, en mode tu vas vivre de ça, en mode tu vas te sécuriser avec ça, mais surtout les sécuriser eux, alors que cette petite fille, elle vient avec un rêve de son monde à elle, qui finalement c'est juste la vibration qu'elle ressent avec ça, d'être une sirène, et que ça va pouvoir se manifester, se vivre cette vibration-là dans quelque chose de très concret qui existe et qu'elle trouvera sa place si on l'empêche pas d'aller vivre son rêve finalement. C'est ça. Et je me souviens, pour faire le lien avec la sirène, un ami, il y a peut-être 15 ans de ça, j'habitais sur l'autre Riviera, mon autre Riviera de cœur, celle des Alpes-Maritimes. Et je sortais avec des amis, puis je ne sais plus comment c'était venu, puis moi je disais moi c'est l'eau, mon environnement, j'adore, je suis la fille de l'eau. Et lui il m'a dit t'es une sirène alors. Et quand il m'avait sorti ça, je me suis dit la première réaction ça a été mais c'est du grand n'importe quoi toi, Jérôme, tu me sors ça, c'est un grand n'importe quoi. Puis après je m'étais dit mais c'est beau finalement ce que tu me dis, tu vois. Et lui il me ramenait dans finalement ce que ma petite fille intérieure elle disait comme cette petite fille là, et puis il y avait le reflet de l'adulte qui s'autorisait même plus à aller dans ce monde là, tu vois. Et ça je trouve ça juste magnifique pour l'exemple. Donc génial. Alors toi tes petits poissons que tu as mis naissance dans ton ventre là, ces petits enfants, comment alors d'abord est-ce que tu étais là déjà sur ces terres de Lamartine? Oui, moi je suis née à Aix-les-Bains. Ok, voilà, t'es restée là. Voilà, ok. Parce que là, on est vraiment sur les terres du romantisme. J'adore partir, j'adore aller à la découverte d'autres lieux, mais j'ai grand plaisir toujours à revenir ici. C'est ta terre. J'y suis attachée, et particulièrement au lac.
qui est un vrai lieu de J'allais dire, ressourcement. qu'est-ce qui fait arrive. ça, Il y a voilà. d'abord eu beaucoup la forêt, beaucoup les animaux. Et puis, dans ma vie d'adulte, je retrouve beaucoup d'énergie dans le lac. Dans le lac du Bourget. Voilà, la femme du lac. Ouais. Hein Si tu veux. On est les femmes du lac. Les sirènes, du coup, du lac. Eh ben, c'est ça, on Mais est oui. les sirènes du lac. Allez, Voilà. le club des sirènes. Ah, c'est une belle idée. Ça vous parle? Le club des sirènes. C'est pas mal, ça. Alors, donc, te voilà sur, on va dire, sur une des rives du lac. Mhm. Hein, voilà. Et tout à l'heure, je parlais justement comment traverser d'une rive à l'autre. Hein. C'est ce que j'ai vécu et que je raconte dans mon histoire, justement. Et toi, donc tu étais déjà sur cette rive-là du poète. Oui. Hein, parce que, en fait, pour tout vous dire, c'est que à côté, on a vraiment les empreintes, je dirais moi, les empreintes énergétiques aussi. Hein, certainement. de ce poète, Lamartine. Et donc, on baigne là-dedans. Hein. Toutes les deux, on est quasi voisines. On ne le savait pas, mais on est quasi voisines. Et on est vraiment près de ces énergies-là. Donc, tu as vécu tes maternités. Oui. Et puis derrière, on a les cloches qui sonnent. Hein, au Ouais. même moment, là, c'est... Voilà. Et donc, tu as vécu tes maternités sur ces terres de l'amour. J'aime bien les appeler comme Si ça. tu veux. Voilà. Okay. Alors, peux-tu nous parler de comment tu as vécu 3 enfants? Ouais. Donc, une maternité est unique. Moi, j'en ai eu qu'une. Donc, toi, tu peux peut-être nous évoquer justement le fait d'avoir chaque maternité qui est singulière, parce que chaque enfant est unique. Hein. Et comment tu as vécu ça? Alors oui, je peux confirmer, en tout cas pour ma part, que les 3 grossesses ont été complètement différentes et les 3 bébés évidemment, 3 êtres complètement différents. Donc la première grossesse, ça a vraiment été peut-être l'apprentissage. Là aussi, je me suis aperçue que je me faisais pas suffisamment confiance, que j'écoutais pas suffisamment mon corps. J'ai beaucoup trop écouté le corps médical pour en arriver à un accouchement que je vais appeler traumatisant. Ah oui? Oui, très. Donc, je rentrerai pas dans les détails parce que je ne veux traumatiser traumatisant personne. pour toi et l'enfant? Certainement, puisqu'il voilà, l'a été pour moi et il l'a été pour l'enfant. Alors que ta grossesse était... Ma grossesse, c'est plutôt bien passé, même si, après, vu que je peux comparer maintenant avec d'autres grossesses, clairement, je me suis pas assez écoutée. D'accord, la première, je me suis pas fait confiance. On continue, on reste sur le même schéma. Hein. On s'écoute pas, on se fait pas confiance, on est un peu coupé de notre corps. Même si je cheminais en ce sens, c'est un apprentissage qui est long quand même, hein, de se reconnecter à soi, vraiment. Bien sûr. Du coup, je me suis pas assez écoutée et puis je me suis trop laissée guider par le corps médical, comme pour mes études, quand je me suis trop laissée guider par le corps enseignant. C'est la même chose, c'est la même histoire. Voilà. Oui, l'autorité, bien sûr. Pour moi, le médecin avait... voilà. C'est ça. Et j'ai fait autrement pour mes 2 autres grossesses. Voilà, et j'ai bien fait. Du coup, un traumatisme. Ma première grossesse, ça a été un traumatisme. C'était ta fille? C'était ma fille, mon aînée, voilà. Donc très très difficile. Ensuite, à l'arrivée de ma fille, bien sûr un bonheur, mais pas que un bonheur. Il y a eu beaucoup de moments difficiles. J'avais idéalisé la famille, j'avais idéalisé la maternité. Et là, eh bien, il faut lâcher tous ces idéaux, n'est-ce pas? Et se confronter à la réalité. Je m'étais notamment dit que je voulais absolument allaiter ma fille, que c'était le meilleur pour elle. Et elle n'arrivait pas à prendre le sein. Donc, ça a été 3 semaines de bataille. Finalement, elle a réussi à le prendre. Mais pendant 3 semaines... Pour moi, je nous ai gâché nos 3 premières semaines de vie ensemble. Voilà. Parce que je me suis accrochée à ça. Par ignorance. Voilà, par ignorance. Mais alors, je n'en veux pas et j'ai pas de regrets. C'est pas ce que je veux dire. C'est ça qui est important. Comme quoi, vraiment, il faut lâcher ses idéaux, vraiment. Et donc, à la 2e grossesse, à la 2e grossesse, ah oui, est-ce que, complètement. Juste une petite parenthèse, est-ce que tu étais déjà entrepreneuse ou tu étais salariée? J'étais encore salariée. 2e grossesse, je me suis beaucoup plus écoutée. J'ai vécu une grossesse extraordinaire. Je me sentais vraiment bien. Et une connexion à mon corps, un accouchement avec un projet de naissance, puisqu'aujourd'hui, donc à l'époque de mon aîné, c'était pas possible, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on peut écrire un projet de naissance qu'on remet à la maternité et qui sera lu par les personnes qui nous feront accoucher. Donc mon projet de naissance, c'était le plus naturel possible, que personne ne me touche, qu'il n'y ait aucun acte médical et qu'on ne me touche pas, qu'on intervienne uniquement en cas d'urgence.
Donc mon deuxième enfant... Quand tu veux dire, juste préciser, quand tu veux dire qu'on n'intervienne pas, c'est avec des... Comme quand il y a les forceps et tout ça, c'est ça? Non, même pas avec les mains, rien. D'accord. Aucun. C'est-à-dire qu'on te laisse autonome. Oui, à la maternité vivre quand même, en toute pas chez moi. autonomie. Oui, en toute autonomie, Ok, en me d'accord. guidant, Ouais. mais à la voix uniquement, D'accord. sans les mains, sans instrument, sans Très rien. bien. Tu es juste en maîtrise Oui, de ton propre corps. c'est ça. Et tu vas à ton rythme. Mon c'est corps ça. m'appartient. Je précise, hein, parce que voilà. Mon corps m'appartient et je le respecte. C'était Oui, c'est vraiment ça. mon projet de naissance et je respecte mon enfant. C'était vraiment mon projet de naissance. Et ça s'est très très bien passé. Je suis tombée sur une équipe très à l'écoute. Donc en effet, ils m'ont laissé accoucher seule. Naturellement. Voilà, naturellement, ouais. sur le côté, parce que voilà, c'est ce que je voulais pour éviter l'épisio, etc. Donc tout s'est bien passé. Ce deuxième accouchement m'a réparé de mon premier. Même au niveau de l'allaitement, mon deuxième, donc c'est moi qui suis allée chercher, je l'ai posé sur mon ventre. Quand je l'ai posé sur mon ventre, il s'est comporté comme un petit animal. Alors c'est un nonce réflexe, mais j'ai oublié le nom. Et vraiment, comme un petit animal, il s'est mis à sentir comme ça avec son nez, à sentir ma peau et à aller chercher mon sein et à monter et à ramper jusqu'à mon sein sans aide. D'accord. Et à attraper mon sein et à téter immédiatement. Donc il m'a, vraiment cette naissance m'a réparé. Dans l'instinctif. Ah oui, complètement, complètement. On était tous les deux dans l'instinct. Ouais. Et je pense qu'il y a un film qui m'a beaucoup aidée, que j'ai vu quand j'étais enceinte de mon deuxième. C'est ce film qui s'appelle Premier cri. Ok. Tu vois de quoi il s'agit? Non. Alors c'est des femmes qui accouchent sur toute la planète. D'accord. Donc soit de manière très médicalisée, soit seule sur le sable au milieu du désert. Voilà. C'est sans jugement, c'est juste voilà. C'est vraiment très très chouette. Et il m'a beaucoup aidée pour cet accouchement-là. Et puis le troisième, je savais à quoi m'attendre. Ma grossesse s'est bien passée également. L'accouchement, on a respecté aussi mon souhait de me laisser faire et donc en fait, ça a été plutôt fluide. C'est une question aussi de le premier, ça a été très en reflet de tout ce que tu avais. En fait, c'est un peu, tu sais, le fruit de tout ce que tu avais vécu avant, de là où tu étais en fait, avec tout ce qui était à l'intérieur. Et je me retrouve aussi encore beaucoup là-dessus. Et donc dire que c'est vrai que ça a gâché, je te confirme aussi, si on voit ça maintenant, c'est-à-dire on aurait pu vivre ça avec plus d'intensité et de connexion. Moi je dirais, tu vois, c'est toujours ce qui m'importe, c'est la connexion et la reliance. Et c'est très important en fait pour l'enfant, tu vois. Évidemment. Et donc tu as réajusté. Et après le troisième, finalement, c'était naturel et juste dans la prolongation de tout ce qui avait été réajusté. Et finalement, c'est quand même une initiation, ce passage-là. Ah oui, complètement. Parce que c'est grâce à ça aussi que peut-être ça a déclenché une autre posture dans ta vie au quotidien. Complètement. Et est-ce que ça, par exemple, a eu une implication sur ta fille? Tu sais, le fait que tu avais peut-être transformé quelque chose, transmuté quelque chose à travers cette deuxième naissance. Et est-ce que tu as ressenti, par exemple, une implication, tu sais, par rapport à ta fille ou pas? Alors, ça a été difficile pour elle, l'arrivée du deuxième, parce qu'il y a eu 4 ans entre les deux. Voilà, moi, j'ai eu besoin de temps pour me remettre de ce traumatisme. Du coup, il y a eu 4 ans avant mon deuxième enfant. Et du coup, pour elle, c'était difficile parce qu'elle me disait, maman, si c'est un garçon, on le remet dans ton ventre. Ah oui. Tu vois, et c'était un garçon. Donc c'était le rejet. Voilà, donc c'était plutôt du rejet. C'était plutôt du rejet. Du rejet. Aujourd'hui, on en parle librement avec ma fille. Mais voilà, je pense qu'il nous manque ça. Il nous manque ça. Ces premiers instants. Vraiment. Je suis complètement d'accord avec toi. On a beau après... C'est subtil et on a une très belle relation et tout ça, mais ça n'empêche pas. Mais j'ai ce truc-là. Oui, on est bien d'accord. Et puis même si c'est de ma responsabilité, puisque c'est moi qui l'ai mis au monde, mais quelque part, je me dis, on m'a privé de ça, on m'a pas dit. J'aurais voulu qu'on me dise à l'époque. Donc moi, je le dis maintenant. Oui, et en fait, c'est tout l'objet de tout ça, de tout ce qu'on se fait, de tout ce reportage aussi. Parce que quand je dis ignorance, et il y a beaucoup aussi, j'ai beaucoup de retours sur la notion de mauvaise mère. En fait, mauvaise mère dans le sens non pas de celle qui va
créer quelque chose consciemment, en tout cas, puisque toutes les mamans veulent que leur bébé soit. Il y a le côté idéalisé que tu as dit, on se fait. C'est comme on va idéaliser un lieu de séjour de vacances. Oui. Là, on idéalise tout ce qui pourrait se passer. C'est inconnu. Donc, quand il y a de l'inconnu, il y a toujours cette part de rêve idéal, en fait. Et ça nous ramène bien dans le très concret. Hein, voilà. Et en attendant, le côté qui est ressenti, encore une fois, c'est la vibration qui se ressent dans ce manque de connexion à la naissance. Et le fait que tu dis le premier cri, le premier cri, c'est, et là on va peut-être venir sur le souffle notamment, tu vois, c'est le souffle de vie. Et c'est comme s'il y avait eu, on prend la respiration, mais quelquefois il y a quelque chose qui retient ça, tu vois. Et ça se partage pas vraiment. Et alors je dirais ignorance, alors responsabilité dans le sens comme si on disait aujourd'hui, mais je pense que c'est peut-être avec le recul qu'on a aujourd'hui parce qu'on se renseigne sur plein de choses, on s'informe et de dire à l'époque on aurait dû s'informer, tu vois. Mais est-ce qu'on avait vraiment toutes ces informations qui étaient à notre disposition? Je l'ignore. En tout cas, il y a le côté qui est très important et qui est l'objet de tout ce qui se passe là, c'est, j'aime dire, c'est naître, nous, en tant que femmes, à notre essence, avant de vivre cette naissance du petit être, tu vois. Et c'est ça qui fait toute la différence, et c'est là où j'ai plaisir à accompagner ces femmes, parce que c'est ce qui crée ça. Et je dis toujours, je suis devenue mère avant d'être une femme épanouie, la femme nature, tu vois, dont tu parlais. Et en fait, la question du souffle, je pense que on arrive là, tranquillement, sur l'atelier des bulles. Quand est-ce qu'il s'est créé l'atelier des bulles au milieu de ces naissances? Alors, en fait, il s'est créé au moment où j'ai divorcé du père de mes enfants et je me suis retrouvée seule avec mes enfants. Et je me suis dit, donc moi j'étais dans l'éducation bienveillante, le papa des enfants était plutôt dans une éducation, on va dire, comment on peut appeler ça, traditionnelle, on va dire ça, traditionnelle. Du coup, voilà, ça crée des tensions évidemment, bon il n'y a pas que ça, mais voilà. Et du coup, écart de vision et de valeur finalement. Voilà, qui s'est révélé, plus les enfants grandissaient, plus ça se révélait. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'outils quand même, parce que je lis beaucoup, je vais à des conférences, je regarde des vidéos, mais je suis pas formée et j'avais besoin de ça. Quand je me suis retrouvée maman solo avec 3 enfants, je me suis dit, j'ai besoin d'aide. Du coup, je suis allée faire une formation avec l'association Déclic à Chambéry. D'accord. Donc, c'est la communication non violente au service de l'éducation. Voilà, c'est un module spécifique pour les éducateurs, parents et enseignants. Et là, ça a changé ma vie. J'ai pu mettre... Il y a eu le déclic. Il y a eu le déclic de l'association Déclic. Voilà. Et j'ai pu... C'était la première fois peut-être qu'on me donnait des outils que je pouvais mettre en place directement. C'était concret. Moi, je suis quelqu'un de concret. J'ai besoin d'expérimenter pour comprendre. Et il faut que ça passe par le corps. Donc voilà. C'est quelque chose que j'ai pu mettre en place tout de suite et qui a changé beaucoup de choses. D'abord de moi à moi. C'est très important. Commencer par ça. Dans ta vision du monde, dans ma vision de l'éducation, du monde, ma relation avec les autres, voilà, tout ça. Et de sortir de ce mode cocotte minute là. C'est ça, Parce que moi j'étais restée, Oui, bien sûr. J'étais restée dans ce mode cocotte minute. Donc ça a été mon coming out de la cocotte minute, de la communication non violente. Voilà. Et j'ai pu le faire normalement, voilà. Sans excès de colère, etc. Tu avais de quoi l'appliquer là, à la maison, c'était des cas concrets. C'est ça. C'est important ça de vivre. En fait, c'est ressentir et intégrer. C'est ça qu'on appelle incarner finalement. C'est ça. C'est ça. Et du coup, petit à petit, je voyais l'efficacité de ces outils. Je me disais, punaise, mais quand même, il faudrait que tout le monde soit... Faut que je le partage. Je ne peux pas le garder juste pour moi. Alors, au début, je disais, mais allez tous vous former, etc. Bon, ça marchait pas très, très bien. Voilà, et les gens, ils voyaient pas trop ce que je voulais dire. Tu peux pas nous former, toi? Non, je ne suis pas formatrice. Non, mais c'est peut-être ce qu'ils te disaient. Tu peux pas nous expliquer. Et du coup, ça a été aussi des rencontres. Parce que je me suis ouverte à un nouveau monde. Oui. Voilà. Et des rencontres, notamment une rencontre avec Léna Mathurin, qui a créé Terre des Pépites à Annecy, qui était là pour révéler le potentiel des enfants et des adolescents. Et je l'ai accompagnée, elle a accepté que je l'accompagne sur des ateliers dans une école Montessori à Archamps.
Donc j'ai accompagné pendant plusieurs semaines. C'était ta première marraine. Ouais, Parce qu'on parlait des marraines tout à l'heure. J'ai plein de bonnes fées, moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'ai adoré ça. Évidemment, j'ai adoré. Mais j'étais avec elle, j'étais accompagnée. C'était différent. C'était pas encore vraiment entreprendre. C'était suivre, être guidée. Donc j'ai adoré, voilà. Et puis, à ce moment-là, dans l'école de mon enfant, il y avait un conflit entre les enseignants, la mairie et les parents des enfants. Et moi, je lisais les comptes rendus de réunion et je me disais, non, mais c'est pas possible. Je peux pas lire ça dans l'école de mon fils alors que je viens de faire cette formation. Et donc, j'ai proposé d'assister au conseil des enfants organisé par la mairie. Et je suis allée écouter les émotions et les besoins des enfants. Qu'est-ce qu'ils vivent? Parce qu'ils étaient tous en train de se bagarrer, se chamailler. C'est ça. Mais les enfants, là, si on leur demandait leur avis. Voilà. Et je suis allée faire ça. Et ce jour-là, la sensation dans le ventre dont je vous parlais tout à l'heure. Ah là là, elle a été plus forte que tout. Ça pétillait très fort. Et pour la première fois, on parlait de prendre sa place tout à l'heure avec toi. Pour la première fois, je me suis sentie à ma place professionnellement. Voilà. Sans effort. Voilà. C'est ça, c'est quand on sent cette simplicité. C'est à la fois ce que j'appelle l'évidence. L'évidence qu'apparaît, la simplicité, et en même temps, c'est du feu intérieur. C'est ça. C'est génial. Donc là, ça a été l'évidence. Le flux de la vie, du coup, ça a été l'évidence. J'ai créé mon entreprise. Pareil, j'ai été très bien entourée, soutenue par ma famille, mes enfants, parce que ça me prenait du temps. Et j'ai fait d'autres formations pour appuyer un peu mes compétences. Et petit à petit, mon entreprise a pris de plus en plus de place dans ma vie, jusqu'à ce que je lâche mon job de salarié et que je m'y consacre la transition à 100%. Ouais, j'ai eu une année de transition. Oui, tu avais certainement aussi les retours positifs, on va dire, bienfaisants dans ton environnement. Et ça, donc, ça te porte. De dire, bien évidemment, ça propulse en fait. C'est ça. Alors pourquoi l'atelier des bulles? Il y a une... Alors, moi, j'aime bien l'idée... Moi, ça me dit quelque chose. Les bulles, ça m'évoque plein de choses, mais... J'ai fait, à titre personnel, j'ai fait de la sophrologie. Voilà. Et donc, en sophrologie, on travaille beaucoup sur le souffle. Et on travaille beaucoup à se fabriquer une bulle. Et moi, c'est quelque chose qui me parle, puisque moi, j'aurais bien voulu... Et là, cette entreprise, clairement, je suis connectée à mon enfant intérieur tout le temps. C'est-à-dire que moi, j'aurais bien voulu, quand j'étais enfant ou même adolescente, d'avoir un espace. Cet espace que je pouvais trouver dans la nature ou que je pouvais trouver avec mon chien, peut-être j'aurais bien voulu le trouver ailleurs aussi, quoi. À l'école, chez moi, dans ma famille, voilà. Et donc, cette bulle-là, j'essaye de la créer partout où je vais. Voilà. Offrir un cadre de respiration. Alors, il n'y a pas que l'inspire, tu as raison, il y a aussi l'expire. Et dans l'expire, tu souffles, c'est-à-dire tu libères. Parce que dans l'inspire, tu libères pas, en fait. Tu vas te remplir d'air, tu vas faire de la place. Pour renouveler. Tu vas amener de l'air, nouvel air, neuf, Tu vas créer de l'espace. Mais il y a aussi besoin d'expulser. Donc l'air. Comme la naissance. Comme la naissance, finalement. Et puis d'expulser par la respiration, par les mots, beaucoup. Oui. Et puis aussi par le corps. Pas que par la respiration, par d'autres outils. Oui, parce que c'est tes affinités, tout ce que tu as mis en place. Je pense qu'il y a aussi la créativité, en fait. Est-ce que la créativité, elle est, concrètement, on dirait, la matérialisation de cet espace libéré? Oui, parce que j'utilise, c'est vraiment quelque chose que j'utilise facilement, la créativité. Et je trouve que quand on fait appel à sa créativité, on va se reconnecter à ça, là. L'énergie de vie, tout à fait. Clairement. Et c'est peut-être, parce que par le souffle, c'est peut-être un chemin qui est un peu plus long. On apprend, mais ça va doucement. C'est très efficace, mais il faut aller doucement. Alors que par la créativité, c'est assez rapide. Voilà, c'est assez efficace. Voilà. Donc, j'utilise bien les deux. Pour moi et pour les enfants, les adolescents ou les familles que j'accompagne. En phase avec ça et... je trouve que, après, ça dépend certainement des dimensions de chacun, mais de la relation à ça. Mais le souffle, c'est plus quelque chose à pratiquer. Un peu, tu vois, comme le yoga. On va pratiquer un petit peu au fil du temps et on va acquérir. Peut-être, est-ce que tu vois ça, toi, que par rapport à ta technique du souffle, chacun a sa façon de la vivre, en fait. Ah oui, complètement. C'est pour ça que je n'impose rien. Moi, j'ai eu, par exemple,
c'était difficile pour moi, tu sais, parfois fallait sortir le ventre, parfois fallait rentrer le ventre, donc d'intégrer en fait comme un rituel qui serait naturel, tu vois, sans dire va falloir se forcer à le faire de cette façon-là, ou par exemple, tu vois, la cohérence cardiaque, voilà, c'est encore... Donc, est-ce que de par toutes ces personnes que tu accompagnes, ces enfants et les adultes, faut le dire, il y a les deux, est-ce qu'il y a des respirations, par exemple, qui sont plus en affinité avec certaines personnes que d'autres? Ou c'est toujours le même processus et chacun va l'intégrer à sa façon? C'est plutôt, voilà, j'invite les gens à le vivre comme une expérience. Moi, je leur fais une proposition. D'accord. Et ça va être comme ça pour tous mes outils, y compris pour la respiration. Moi, l'exercice de respiration que je propose, ça va vraiment être une expérience méditative. C'est une expérience de méditation. Quand tu es dans la respiration, tu es dans ta respiration, tu es en toi, c'est un retour à soi. Et chacun le vit un peu à sa manière. Après, il y a quelque chose que j'observe quand même, je vais dire, il y a des profils. Et c'est quelque chose de très simple, de basique, et c'est ce que j'essaye au moins de leur donner ça, c'est que plus tu vas aller respirer dans ton ventre, le bassin, plus tu vas descendre l'air à cet endroit-là, plus il me semble à moi, mais c'est pareil, peut-être que voilà, il y en a pour qui c'est pas ok, ils le vivent autrement, à leur rythme. À leur rythme, mais voilà, plus tu vas, donc je les invite vraiment à faire descendre l'air. Les gens qui arrivent et qui sont les enfants aussi, qui sont dans le thoracique, là. Le stress, voilà. Il y en a beaucoup qui vont avoir une respiration thoracique. Voilà. C'est peut-être là que tu détectes voilà, c'est vraiment là les profils que je vais avoir, et donc je vais les inviter à faire descendre l'air dans le corps avec des petits exercices toujours ludiques, des expériences adaptées aux enfants et aux adolescents. Et oui, que ce soit abordable. Et le vivre comme une expérience. T'as pas à forcer la méditation, t'as pas à forcer en fait. C'est ça. Voilà. Et tu as raison de dire que c'est un entraînement. Moi, je leur dis toujours, il y en a, ils font des abdos. Moi, je fais ça. Moi, je fais de la respiration. Je fais de la respiration et de la méditation. Voilà. Oui, c'est vraiment ça, c'est un entraînement. Oui, je pense. Plus on va le faire, plus on va tenir longtemps, plus on va y trouver des bénéfices, enfin vraiment. Et puis les exercices, ils vont pouvoir évoluer. Eh oui. Bien Au sûr. début, tu commences par petit, et après ça devient comme ça fait partie de ta vie au naturel. Quand on est dans la maison des naturels, c'est ça. C'est-à-dire, tu peux très bien être en train de faire de la cuisine en conscience. Tu peux être en train de toute activité, en fait, elle peut se vivre en conscience. Et puis là, du coup, tu n'es même plus dans l'effort de dire. Au début, de dire ah ben là j'aurais besoin. En fait, est-ce que finalement ça vient pas naturellement dans le sens où on a conscience, en fait, tu sais, ça ouvre dans notre cerveau une petite fenêtre qui dit ah ben oui, mais j'ai bien vu quand je suis allée avec Christelle expérimenter ça, les bienfaits. En gros, tu vois, c'est le côté, c'est très, tu vois le retour, tu le ressens, le bienfait, et donc de se dire ah tiens, je vais le faire. Enfin, moi, je sais, je te parle de quelque chose que je vis un peu comme ça, c'est dire, je vais le faire parce que je sais les bienfaits de ça, et puis que finalement, après, tu penses plus, je vais le faire, c'est comme le cerveau, s'il intégrait ce nouveau rituel-là, et puis que ça fait partie naturellement de ta vie, et que peut-être, finalement, ton corps aussi, il s'habitue à ça, et plus à l'ancien... schéma qui nous desservait, tu vois. C'est un peu comme ça que je le vis, moi, quand j'ai des nouvelles expériences. T'as raison, c'est des rituels, mais quand même, c'est pas le fait de l'avoir vécu une fois, même si t'en as vu les bienfaits, qui va te permettre de l'adopter au quotidien. Je crois qu'on dit qu'il faut 21 jours pour adopter un rituel, et je crois que vraiment c'est le minimum. Voilà. Donc au début, ça demande quand même une certaine rigueur. Et ça, c'est pas facile. Et c'est là. C'est pas facile. Et là, ça rejoint un peu, je sais pas si t'as entendu parler du Miracle Morning, où là, tu mets en place un rituel chaque matin. Chacun son rituel. Oui. Voilà. Et il faut se sentir libre d'utiliser les outils qui nous correspondent le mieux. Moi, de toute façon, la communication non violente, la base, c'est je suis à l'écoute de mes émotions et de mes besoins. Une émotion agréable signifie que mon besoin il est nourri. Une émotion désagréable signifie que mon besoin il est pas nourri. C'est simple. Je fais quoi pour nourrir ce besoin-là? Oui, c'est ça. C'est de ma responsabilité. Oui, tu vois. Complètement. Donc ça en fait partie. Ça en fait partie. On a tous vécu des expériences très agréables qu'on n'a pas renouvelées. Parce que
On ne sait pas pourquoi. Pourquoi? Et Exactement. voilà. Non, mais c'est Pourquoi? vrai. Oui. Et de temps en temps, c'est bien de se les lister ou de Tout se à dire, fait. voilà. C'est ça la mise en conscience. Mais avant que ça devienne un rituel de vie, c'est pas facile. Oui. C'est pas facile. Oui, parce que ça demande toujours, c'est toujours le fait qu'au départ, ça demande de l'effort pour toute nouvelle discipline. Hein, et puis, il ne faut pas non plus se l'imposer à contre-cœur. Parce que quelque chose qui te correspond pendant un moment, et ben, par exemple, moi, je fonctionne beaucoup avec les saisons. Un exercice qui va me correspondre à un moment, et ben, il ne va plus me correspondre à un autre. C'est comme ça. Faut s'écouter. Oui, c'est comme les plats. L'été, on mange beaucoup de salade et puis là, il commence à faire frais. On se dit, tiens, on a envie de chaud. C'est un peu ça. C'est ça aussi la bienveillance peut-être envers soi et la douceur. Clairement, moi je dis toujours, on ne peut pas être bienveillant avec les autres si on n'est pas bienveillant avec soi. Voilà, que ce soit avec les enfants, avec les adultes, c'est la même chose. Mais c'est d'en être conscient en fait. Oui. Et c'est ça, là où tu vas ouvrir la porte et venir te rencontrer, c'est tu mets tout ça en lumière et c'est ça que tu apportes aussi dans ce rôle d'accompagnement et qui est précieux. Parce que parfois, on est tellement dans une bulle. Oui. Puisqu'on parlait de bulles. Et les bulles, moi, je trouve ça beau parce que ça me ramène... Quand je vois les bulles, j'ai ça sur mon ordinateur, tu sais, quand ça s'ouvre, j'ai plein de bulles. Oui. Et en fait, les bulles, pour moi, elles évoquent aussi la vie, c'est-à-dire les cellules. Tu vois, c'est ça que quand j'ai vu, moi, l'atelier des bulles, ça m'a évoqué ça. Des bulles de vie, en fait. Et il y en a, si on ramène plus, en fait, tu vois, par exemple, l'hydratation, on parle de l'hydratation. Si notre corps il est plus hydraté, il y a les petites membranes là, ça connecte plus tout ça. Et en fait, donc c'est simplement d'être à notre écoute, puis de dire là oui, je le sens mieux comme ça. Et puis là finalement, aujourd'hui c'est pas ok pour moi et de respecter ça. Par contre, on a vite fait de pas continuer à pratiquer et peut-être pas atteindre, tu vois, un seuil qui va faire basculer vers le côté vers l'habitude. Exactement, le rituel, tu parlais du morning là, et c'est ça, c'est de faire son rituel à soi et de choisir un peu ce qu'on va se proposer. Mais oui, donc la respiration, le souffle, dis donc, il y a eu plein de belles clés ce matin qui vous ont été données pour résumer un petit peu tout ça. Y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter peut-être par rapport à tout ça, qui serait peut-être précieux dans les temps qu'on partage toi, tu as vu là par rapport au confinement que ça a augmenté, tu vois, tous ces, à la fois les conflits, du fait du rapprochement, de vivre ensemble dans le même espace, ou je sais pas, peut-être tu as eu encore plus de demandes pendant le confinement pour gérer tout ça. Ou maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à ce rapport-là? Je sais qu'on parle beaucoup maintenant du besoin de nous relier vraiment et de prendre conscience que c'est important d'être bien chez soi et puis aussi en soi. Donc, est-ce que tu as vu, toi, ce changement Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose là, tu vois, qui est en train d'évoluer, de changer? Alors, j'ai senti une fermeture, moi, au moment du confinement, c'est-à-dire une fermeture sur soi, sur son foyer, sur sa cellule familiale, enfin vraiment une fermeture que j'ai pas forcé à ouvrir, que j'ai laissé faire. J'ai eu besoin de ce temps-là, moi aussi, à titre personnel, de me recentrer sur moi, sur ma cellule familiale. Voilà, on a fait beaucoup ça pendant le confinement. Et puis après, petit à petit, j'ai senti une ouverture. Le moment le plus délicat, j'ai trouvé, ça a été au deuxième semi-confinement où les enfants sont allés à l'école, mais les parents ont continué à télétravailler, etc. Donc moi, je suis allée beaucoup. La fin d'année scolaire, l'année dernière, ça a été... pour moi, la crise, je l'ai vue là, parce que je m'en suis protégée, je pense, pendant toute la période du confinement en faisant ma bulle. Et puis là, j'ai rouvert et je suis allée dans les écoles et dans les collèges. Et là, j'ai fait beaucoup d'écoute et beaucoup d'accueil des émotions. Il y avait ce besoin-là. C'était criant, c'était... On peut parler de souffrance chez les enfants et les adolescents, vraiment. Et chez les adultes aussi, certainement, mais là, j'ai fait le choix d'accompagner les enfants et les adolescents sur cette période. Et là, c'est en train de s'apaiser. J'ai senti que là, à la rentrée depuis septembre, c'est assez apaisé, mais quand même, je sens qu'il y a une espèce de fragilité, il y a une espèce de peur qui demeure. Chez beaucoup d'enfants, il y a une crainte d'aller vers l'autre et tout ça. D'accord, voilà. c'est ce genre de peur. Il y a cette envie de lien, ce besoin de lien et d'interactivité, de sociabilisation
qui est très forte. Et puis, chez certains, il y a encore quand même cette peur qui est forte. Par rapport à quoi la peur alors? Eh bien, ça va dépendre de l'environnement de Ouais. chacun. Ça va être des peurs de mourir, ça va être D'accord, des peurs... on est là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Oui, dans le contact à l'autre, Oui, la peur bien de sûr. contacter quelque chose. C'est ça, On est c'est ça. d'accord. Voilà. Ok. Et ça, il l'exprime très bien. Hein. Oui, mais ça revient aussi beaucoup par l'entourage aussi qui Bien sûr, véhicule ces bien messages-là. sûr. Et puis, quelles informations les enfants ont pu entendre. Et voilà. Voilà, ça va dépendre vraiment d'un enfant à l'autre. Mm. Il y en a qui ont été très préservés, d'autres moins. Il y en a qui n'ont pas été préservés et qui ont pas peur. Il y en a qui ont été préservés et qui ont peur. C'est voilà. Ouais. On parle de la sensibilité de chacun. Bien et sûr. c'est accepter chacun dans ce qu'il est et dans ce qu'il ressent. Oui, dans son histoire finalement. Voilà. Tout à fait. Mais là, je sens quand même une réouverture. Oui, puis il y a eu l'été quand même, Oui, où oui, il y a oui. eu beaucoup de... Je sens une réouverture. Les gens se sont Oui. recôtoyés. Et, Oui, oui. ouais. Voilà. Ok. Ben, merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Merci Voilà. à toi. Donc je pense qu'on a abordé plein de sujets en lien justement avec ces bulles qu'on a à se créer finalement aussi. Hein. Ces bulles de confort, de bien-être. Et peut-être que finalement, je vais te laisser le dernier mot, mais la liberté, je pense qu'elle est en lien avec ça. Moi, ça m'évoque vraiment la liberté d'être soi. Et que la liberté, finalement, elle vient aussi au travers de ce fait. Moi, je parle souvent de l'amour et de s'amener cette structure-là de l'amour qui va accueillir cette liberté sans que ça parte dans tous les sens, la canaliser pour créer vraiment, justement, ces bulles de bonheur. Hein, on peut peut-être parler de ça aussi, ces bulles de bonheur, chacun avec sa couleur, chacun avec sa forme, avec sa singularité. Hein, voilà. Donc, je te laisse le dernier mot, si pour toi, qu'est-ce que tu seras, je te remercie d'avoir utilisé le mot liberté. Tu vois, il a fait vibrer en moi direct. Voilà, c'est ça. C'est un truc, parce que c'est très fort en moi. Et du coup, oui, c'est s'autoriser à être libre. Ouais. C'est s'aimer tel qu'on est. C'est ça la liberté. Hein. Oui. La liberté d'être soi vis-à-vis de soi. Et puis aussi peut-être parfois vis-à-vis des autres. Mais ça, c'est à voir chacun. Chacun voit. Et je voudrais dire quelque chose que j'adore dire et répéter. Et je voudrais finir là-dessus. Oui. C'est qu'on est tous uniques et précieux. Tout à fait. Complètement. Et on est libre de l'être. Voilà. Donc, si vous êtes en ce moment dans quelque chose qui est plutôt enfermant, eh ben, sachez que, voilà, possible d'ouvrir la cage, hein, et de s'offrir ça. Voilà. En tout cas, on vous accompagne là-dessus. Merci beaucoup, Christelle, pour ce moment partagé. C'était fabuleux. Et puis, on se retrouve bientôt avec un nouvel interview. Et peut-être... pourras-tu répondre aussi s'il y a des questions oui, bien sûr, viennent sur différents sujets. Complètement disponible. Voilà. Donc, par mail. Allez-y. Sur la page Facebook, le site internet. Voilà, on mettra toutes les coordonnées et comme ça, vous pourrez avoir cette proposition d'aller évoquer des questions qui sont restées en suspension au cours de cette interview. Très belle journée à vous, les artisanes et artisans de la vie, et à très vite. Merci. Au revoir.